l'impératrice prit une affection des plus tendres pour la duchesse de Montebello. Celle-ci peut être reine d'Espagne. Ferdinand VII de demanda à l'empereur d'épouser Mademoiselle détachée, cousine germaine de Joséphine de son propre nom, à l'exemple de la prince de Bade qui avait épousé Mademoiselle de Beauharnais. L'empereur, qui pensait déjà à le séparer de l'impératrice Joséphine, s'y refusa, ne voulant pas, par ce nouveau lien complique encore davantage les difficultés. Plus tard, Ferdinand demanda à la duchesse de Montebello toute autre français que l'empereur voudrait adopter. Cette demoiselle détachée est celle que l'empereur maria plus tard au duc d'Arenbourg, avec l'intention de la faire gouvernante des Pays-Bas, voulant par la suite des temps dédommager Bruxelles de la perte de son ancien cour. L'empereur voulut mettre le comte de Narbonne, qui n'avait pas être étranger au mariage de l'impératrice, à la place du comte de Beauharnais. L'extrême chagrin qu'en fit paraître Marie-Louise retint l'empereur. L'éloignement de l'impératrice n'avait dû rester d'autre cause que les intrigues de son entourage, qui n'avait rien à craindre de M. de Beauharnais, mais qui redoutait fort l'influence et l'esprit de M. Narbonne. En général, quand l'empereur avait à nommer, nous disait-il, à des places délicates, il demandait d'ordinaire des candidats à ceux que l'entourant et c'est sur ces listes et les renseignements qui s'est procuré qu'il méditait son choix en secret. Il nous a nommé quelques-unes des personnes qu'on lui avait proposées pour dame d'honneur, la princesse de Vaudemont ou mademoiselle de la Rochefoucauld, devenue madame de Castalia, et plusieurs autres. Puis il nous a demandé de dire nous-mêmes que nous ayons proposé ce qui nous a fait passer en revue une bonne partie de la cour au nom de madame de Montesquieu, indiqué pour l'un de nous. Je le crois bien, a-t-il répondu, mais elle était plus avantageusement placée encore. C'est une femme d'un rare mérite. Sa piété est sincère et principe excellent. Elle s'est acquis des grands titres à mon estime et à mon affection. Il m'en eût fallu comme elle une demi-douzaine et les ont placées dignement et j'en étais toutes demandées encore. Elle a été parfaite à Vienne auprès de mon fils. Voici du reste qui donnera une idée juste de la manière dont elle élevait la roi de Rome. Ce jeune prince occupait le reste des chaussées donnant sur la cour de Tuileries. Il était peu d'heures de la journée où un grand nombre de spectateurs ne regardaient pas la fenêtre dans l'espérance de l'apercevoir. On jure qu'il était dans un violent accès de colère et qu'il se montra rebelle à tous les efforts de madame de Montesquieu. Elle ordonna de fermer à l'instant tous les contrevents. L'enfant, étourdi de cette obscurité subite, demanda aussitôt à maman Q « Pourquoi tout cela ?»« C'est que je vous aime trop, lui dit-elle, pour ne pas cacher votre colère à tout le monde. Que dirions tous ces personnes que vous gouvernez peut-être un jour si elles vous avaient vu dans cet état? Croyez-vous qu'elles vous le sont, vous, ou bien, si elles vous savaient aussi méchant? » Et l'enfant de demander pardon aussitôt et de bien promettre que cela ne lui arrivait plus.
Voilà au fait observer l'empereur des manières différentes de celles de Madame de Villeroy à Louis XV. Regardez tout ce peuple, mon maître. Il vous appartient. Tous ces hommes que vous voyez là sont les vôtres. Madame de Montesquieu était adorée de cet enfant. Quand on voulut la renvoyer de Vienne, il fallut employer la ruse et les tromper. Ce fut jusqu'à craindre pour sa santé. L'empereur avait beaucoup d'idées nouvelles touchant l'éducation du roi de Rome. Il comptait sur l'Institut de Meudon dont il avait déjà décrété le principe, attendant quelques loisirs pour leur développement. Il voulait y rassembler tous les princes de la mission impériale, surtout ceux de toutes les branches qu'il avait élevées sur les troncs étrangers. C'était là, prétendait-il, aux soins de l'éducation particulière, joindre tous les avantages de l'éducation en commune, destinée, disait-il, à occuper diverses trônes et à régir diverses nations. Cet enfant a puisé là des principes communs, des mœurs pareilles, des idées semblables, peut mieux faciliter la fusion et l'uniformité des partis fédératifs. Et l'Empire, chacun de ses princes veut mener dehors avec lui 10 ou 12 enfants, plus ou moins de son âge et des premières familles de son pays. Quelle influence nous ont-ils pas exercée chez eux au retour? Je ne doutais pas, continuait l'empereur, que les princes d'autres dynasties étrangères à ma famille ne nous ont bientôt suscité comme une grande faveur d'y avoir admettre leurs enfants. Et quel avantage n'en serait-il pas résulté pour le bien-être des peuples composant l'association européenne? Tous ces jeunes princes, disait-il, ont été réunis de ces bonnes heures pour contracter les liens si chers et si puissants de la première enfance et séparer néanmoins assez tôt pour prévenir les funestes effets des passions naissantes, l'odeur des préférences, l'ambition du succès, la jalousie de l'amour. L'empereur voulut que toute l'éducation de ces princes rares se fût fondée sur des connaissances générales, des grandes vues, des sommaires, des résultats. Il voulut des connaissances plus que de la science du jugement, plutôt que de l'acquise, l'application des détails, plutôt de l'étude des théories, surtout point de partie spéciale trop peu suivi, car il estimait que la perfection en lettres de succès dans certaines parties, soit des arts et des sciences, était un inconvénient dont les princes et les peuples, disait-il, n'avaient qu'à perdre d'avoir un poète pour roi, un virtuose, un naturaliste, un chimiste, un tourneur, un serrurier. Marie-Louise avouait à l'empereur que dans le premier moment qu'il fut question de mariage, elle ne pouvait se défendre d'une certaine frayeur à cause de tous les mal qu'elle avait entendu dire de Napoléon parmi les siens. Sur quoi, quand elle rappelait tout cela, ses oncles, les archiducs, qui la puisaient forte à cette union, lui répondions: tout cela n'était vrai que quand il était notre ennemi, il ne l'est plus aujourd'hui. Du reste, pour donner une idée de la sympathie et de la bienveillance avec laquelle on élevait cette famille envers nous, disait l'empereur, il y avait un des très jeunes archiducs qui brûlait souvent de ses poupées en disant qu'il rôtissait Napoléon. Il est vrai que depuis il saisit qu'il ne les retirait pas, qu'il l'aimait beaucoup à présent, parce qu'il donnait bien de l'argent à sa sœur Louise pour lui envoyer force joujoux. Depuis mon retour en Europe, j'ai eu plus d'une occasion de me convaincre des expressions et des sentiments que cette maison
Prophétie pour Napoléon. Je tiens de la bouche du témoin, même personnage distingué, qui me l'a raconté en Allemagne. Crayon eut une audience particulière de l'empereur François dans le voyage qu'il a fait en Italie en 1816. Il lui fut question de Napoléon. François n'en parla jamais que dans les milieux termes. On eût pu penser, me disait le narrateur, qu'il le croyait encore régnant en France et qu'il ignorait qu'il fut en cet instant à Sainte-Hélène. Il ne lui donna jamais d'autre qualification que celle de l'empereur Napoléon. La même personne m'a raconté que l'archiduc Jean, visitant en Italie une retente au plafond de laquelle on voyait une action célèbre dont Napoléon était le héros, en levant la tête, son chapeau tomba. En arrière, sa suite se précipita pour le lui rendre. Laissez, dit-il, c'est dans cette attitude qu'on doit considérer l'homme qui se trouve là-haut. Puisque j'en suis là, je vais consigner ici quelques circonstances que j'ai recueillies en Allemagne depuis son retour en Europe et pour lui assigner tous les prix qu'elles méritent. Je dirais que je les tiens des personnes de la haute diplomatie. On sait que tous ces membres composant entre eux une espèce de famille, une sorte de maçonnerie, et que leurs sources sont des plus authentiques. L'impératrice Marie-Louise se plaint qu'en quittant la France, M. de Talleyrand s'était réservé l'honneur de venir lui demander la restitution des diamants de l'État et vérifier si elle était faite avec exactitude. En 1814, lors des désastres de la France, le prince Eugène fut l'objet de beaucoup de séductions et d'un grand nombre de propositions fortes et brillantes. Un général autrichien lui offrit la couronne d'Italie au nom des Alliés. Si vous voulez se joindre à eux, cette offre lui vint de plus haute encore et à diverses reprises déjà. Il avait été question de lui sous l'empereur pour les trônes de Portugal, de Naples et de Pologne. En 1815, des hommes importants dans la diplomatie européenne le sonderont pour savoir si, dans le cas où Napoléon serait contraint d'abdiquer de nouveau et le choix du peuple s'éternant vers lui, il accepterait dans ces circonstances comme dans tant d'autres. Ce prince fut inébranlable dans une ligne de devoir et d'honneur qui se rendent immortels. Honneur et fidélité fut sa constante réponse, et la postérité en fera sa devise.